Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle édition de la matinée des Médias Pro. Une matinée organisée par le SP Pro, le syndicat de la presse professionnelle, que j'ai le plaisir de présider et que nous tenons comme chaque année dans le cadre de la presse au futur. J'en profite également pour remercier chaleureusement de leur accueil Dorothée et Patrick Thuot. Alors la thématique du jour est une thématique qui s'est imposée naturellement à nous dans ce contexte particulièrement inédit, c'est l'accélération de la transformation des médias pro en temps de crise Covid. En effet, notre univers a totalement été chamboulé par cette crise Covid. J'en veux pour preuve la croissance inédite de nos audiences de sites web durant cette période et depuis 12 mois. Par ailleurs, nous avons assisté à un élargissement incroyable de nos communautés sur les réseaux sociaux. Nous avons été challengés sur notre action commerciale avec l'annulation des salons, l'annulation et le report des événements. Et il a fallu s'adapter puisque nous n'avions plus de rendez-vous à créer pour nos annonceurs à l'occasion de ces salons. Par ailleurs, dans ce même temps, ceux qui avaient initié une activité d'événement en présentiel ont dû, dans un temps record, transformer ces événements en formats digitaux. Bref, tout a été chamboulé et un certain nombre d'entre nous avons accéléré la transformation que nous initions déjà depuis quelques années sur nos marques médias. Quoi qu'il en soit, nous sommes aujourd'hui nombreux à rechercher la bonne combinaison entre ce qui était pertinent du monde d'avant et qu'il faut conserver, ce qui avait été initié en termes de transformation et que nous devons poursuivre, et puis ce que nous devons infléchir ou confirmer à la lumière des enseignements de la crise Covid. Bref, cette équation, nous allons essayer de la trouver aujourd'hui avec trois invités, trois éditeurs qui présentent tous la caractéristique d'avoir transformé leur marque média et accéléré cette transformation en plein dans la crise Covid. Nous avons donc aujourd'hui Pierre-Dominique Lucas, qui est le directeur industrie et spécialiste du groupe Infopro Digital. Bonjour Pierre-Dominique. Bonjour. François Rossignol, directeur marketing et commercial de Livre Hebdo. Bonjour François. Bonjour Christophe. Et puis François Jalbert, directeur des événements de La Tribune. Bonjour François. Bonjour Christophe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit mot à notre partenaire historique de la matinée des Médias Pro, c'est Sweep. Sweep qui est une solution de workflow éditorial multicanal qui nous a rendu bien service durant cette longue période de télétravail et qui a montré son caractère indispensable. Jean-Yves Coatanoan, le dirigeant de Sweep, nous dira un mot de cet outil à la fin de notre conférence. Je vous dis également que vous pouvez poser vos questions à nos intervenants durant cette matinée en utilisant l'onglet chat sur votre écran et en sélectionnant le SP Pro. Voilà, nous allons commencer donc avec Pierre-Dominique Lucas. Pierre-Dominique, quelle audace d'avoir osé pendant cette période Covid opérer une telle transformation avec une marque média fétiche de Infopro Digital, l'usine nouvelle. En effet, vous avez complètement transformé à l'usine nouvelle votre offre éditoriale durant le Covid et dans un temps relativement record. Le lancement, c'était il y a quelques jours et j'aimerais, Pierre-Dominique, que tu nous dises quels ont été les objectifs et les enjeux que vous avez pris en compte pour réaliser cet énorme chantier. En effet, oui, c'est tout frais et on a lancé ça la semaine dernière complètement. Avant de parler des objectifs, des enjeux, moi j'aimerais parler du contexte. Parce qu'on parlait, le sujet, c'est qu'est-ce qu'a transformé le Covid. Avant de parler de la transformation qu'on a pu opérer, je pense que le Covid a d'abord transformé l'univers dans lequel on évolue. Et ce qui a suscité ou enclenché notre réflexion et d'engager l'action, c'est sur l'univers de l'industrie, dont l'usine nouvelle est référente depuis 129 ans, donc c'est une vieille dame quand même. C'est que
très très vite, vous aurez noté que le discours était un discours national dans la relocalisation, réindustrialiser la France, la French Fab, faire français, fabriquer, voilà. Ça, c'est le premier élément. Et puis, dès la rentrée, il y a tout de suite eu aussi un plan de relance consacré à l'industrie qui était d'une ampleur de 100 milliards d'euros. Donc on s'est trouvé vraiment ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, dans le discours qu'on a tenu, dans un momentum où il y avait une volonté de refaire de l'industrie un moteur de l'économie française. Alors quand on est aux manettes et qu'on travaille collectivement sur une publication comme l'Usine Nouvelle, qui est le marqueur de l'industrie depuis la fin ou la Troisième République, on se doit de réfléchir quelle part on prend dans cette partie, dans ce jeu-là. Et surtout quand on regarde les atouts qu'a l'Usine Nouvelle. L'Usine Nouvelle, je vous ai dit, c'est 129 ans, c'était juste avant qu'on ait fasse évoluer, mais déjà un site internet ultra puissant, 14 newsletters, 500 000 adresses en base, un magazine, des webinaires, des événements, du brand content, voilà, j'en passe. Et aussi des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux, entre 10 et 50 000 en fonction des réseaux que vous connaissez, 50 000 sur Twitter. C'est aussi la première marque B2B, média B2B en France. Je vais vous donner une indication, et ça c'est pas moi qui l'invente, c'est l'OJD, c'est Web, c'est l'Usine Nouvelle, par exemple en mars, c'était 3 millions de visiteurs uniques. Je vous fais l'économie d'avril qui a fait une crête chez tout le monde où on est monté à 4 700 000 visiteurs uniques, mais c'est un tuyau d'audience de 3 millions de visiteurs uniques. Donc on a la première marque B2B en ligne en France. C'est énorme, 3 millions de visiteurs uniques. C'est aussi 4 caractéristiques, on peut le définir par la puissance, je viens de le décrire, et c'est une puissance continue, hein, c'était 20% de croissance par an sur l'audience digitale depuis 4 ans, donc c'est pas soudain. Le deuxième élément, c'est l'influence, on est dans l'étude One Next Influence, et les résultats qu'on a eu en septembre dernier montraient on a plus de 500 000 dirigeants qui consultent la marque quotidiennement. Sur l'affinité, on est un indice d'affinité très supérieur à la moyenne à 133 sur les dirigeants qui font des décisions d'achat. Et puis l'exclusivité de l'audience, il faut juste avoir en tête qu'en France, sur l'Usine Nouvelle, 64% de l'audience de l'Usine Nouvelle ne lit pas la presse économique. Alors vous savez que cette publication est sur une ligne de crête entre l'univers de spécialité et une vision macroéconomique et qui flirte aussi avec l'univers de l'économie. Donc quand on a autant d'atouts, qu'on a le contexte que j'ai décrit, porté par le Covid, d'un discours de réindustrialisation, on se dit, il y a une ambition légitime de faire de la marque l'Usine Nouvelle un média qui joue un rôle actif, engagé. Ça, c'est un point plus grand, c'est plus de dire pas observateur, mais acteur de cette relance de l'industriel. Soyons acteurs de la relance industrielle. Voilà, ça c'était l'idée de départ. Et puis et c'est quoi l'ambition ? Une fois qu'on a dit ça, c'est il faut qu'on augmente l'indispensabilité auprès de nos audiences. Nous, on n'oublie jamais que notre job en tant que média B2B, c'est d'aider nos audiences professionnelles à être chaque jour plus performants ou s'améliorer ou à développer leurs activités et leur business. C'est ça notre mission. Le reste, donc on transforme de l'information en performance, en résumé. Si elle est bien faite et qu'on a la bonne auditoire. Donc on a poussé, on s'est dit, il faut qu'on augmente cette indispensabilité, qu'on soit plus pratique, qu'on soit plus concret, qu'on soit plus efficace, qu'on soit plus utile. Et on a traduit ça dans une évolution éditoriale qui est un enrichissement éditorial assez fort. L'ambition très simple, si on doit donner des objectifs concrets, c'était d'avoir plus d'abonnés. Voilà. On parle français, et je signale que d'habitude on dit avoir plus de pubs, ça bien sûr on en veut, mais on a une logique, on se dit plus d'abonnés égale plus de pubs, plus d'abonnés engagés égale plus de pubs performantes, donc on s'est dit c'est plus d'abonnés. Alors comment on fait pour avoir plus d'abonnés ? Vous avez remarqué le talent pour faire les liaisons, merci Jean-Christophe, donc il y a 7 points pour moi. La première chose qu'on a faite, c'est plus de contenu. Et je peux souligner quelques éléments, et notamment dans la partie digitale, parce que c'est le média qui crée cette interactivité la plus grande, et d'autant qu'on avait déjà établi cette relation avec nos audiences quand j'ai parlé de 3 millions de visiteurs uniques. Donc je dis plus de contenu, je vais vous donner quelques exemples. Les approches sectorielles. On couvrait jusqu'à présent 15 secteurs d'activité, on est allé jusqu'à 20 secteurs d'activité maintenant, 20 filières couvertes par des experts dans la rédaction. La rédaction a inventé des thématiques totalement transverses qui sont indispensables à suivre pour
aider dans la relance industrielle nos audiences, qu'on appelle des obsessions. C'est par exemple des thèmes d'obsession, ça peut être la relocalisation, ça peut être le Made in France, ça peut être la transition écologique, parce que vous savez que dans le plan de relance, il y a une branche à 37 milliards d'euros sur la transition écologique, ça peut être ça, il y en a 10 comme ça. Ça n'existait pas avant. Ça peut être des chroniques nouvelles, on a, je cite, l'usine du rap, c'est inventé de près chez vous, la pépite, les idées vertes, on a rajouté des carnets, des sujets de nomination et tout ça par secteur. Ça, donc, j'ai dit plus de contenu. Le deuxième élément, c'est plus de format. On a rajouté des webinaires éditoriaux. J'ai bien des webinaires éditoriaux. Hein. Ce dont je parle, c'est à destination avant tout de nos abonnés payants. Hein. Par secteur et transversaux. Là, on s'apprête à lancer des podcasts éditoriaux, pareil, par secteur et transversaux. On a rajouté, troisième élément, des services. Par exemple, on intègre dans nos pages articles des indices. Par exemple, quand vous êtes sur des papiers liés à l'automobile, au secteur de l'automobile, on rajoute des indices sur le prix d'un acier particulier qui sert pour faire les portières. Voilà, bref, on a rajouté on rajoute des études de marché en téléchargement, ce qui viennent enrichir la connaissance de l'état de l'art d'un secteur, une thématique. Ça, c'est le troisième élément. Le quatrième élément, on a travaillé pour avoir une expérience digitale enrichie. On a refondu vraiment complètement le site et on a retravaillé la home page, la page article, qui est la page la plus importante quand on rentre sur les papiers. Ce qu'on a voulu, c'est un contenu qui était très fluide, très accessible, très lisible et avoir des intégrations ou des capacités d'aller sur des univers connexes, comme à s'intégrer à nos événements, aller feuilleter le PDF du magazine, s'inscrire à des formations, lire des articles supplémentaires. Voilà. Donc on a vraiment refondu quand même tout cet environnement-là. C'est un univers plus fluide, qu'on dit, nous dans notre jargon, on essaie de le dire sans couture. Il faut que l'information soit facilement accessible pour l'internaute. Hein. C'est ça qui compte le plus. Et on a... j'y arrive. Ça, sur le print. Pour moi, c'est un des éléments. Changement de périodicité. J'y arrive. Juste avant, je pense à nos amis annonceurs. Dans cet environnement éditorial digital, on a intégré les publicités dans l'environnement éditorial. Ça ne pollue pas l'environnement éditorial, mais ça veut dire que la pub est valorisée. Et quand on a des abonnés plus engagés, comme on l'espère, plus valorisés, ça donnera de la performance. Troisième... et on a lancé aussi la personnalisation du site, des pages et des newsletters. Cinquième élément, le print c'est le sixième, on y arrive mon cher ami. Le cinquième élément ne fait pas référence à de la science-fiction, on a lancé des clubs, on vient de lancer un think tank de la relocalisation, de la relance industrielle. Quand je parlais d'engagement d'acteurs véritablement installés sur son univers, c'est vraiment, ça c'est un exemple. Le deuxième chose, on vient de lancer un club des femmes de l'industrie. Et la troisième chose, on lance des clubs d'abonnés où les journalistes des secteurs pourraient échanger régulièrement avec les abonnés et inversement. Ça, c'est des relations établies, voilà. Et puis, pour faire plaisir à Jean-Christophe, nous avons réinventé le magazine dans une articulation, mais l'idée c'était vraiment de penser à une articulation aboutie entre ce qu'on produit complètement sur le digital et qui est quotidien, qui est assez un flux complet. Il faut avoir en tête qu'on a aujourd'hui 16 newsletters et que je pense qu'on produit 2 à 3 flashs par jour, en plus de 2 newsletters en moyenne par jour. Donc c'est vraiment une remise à jour permanente des contenus digitaux. Et l'articulation sur le papier, c'est important. Et on est passé d'une périodicité hebdo à une périodicité mensuelle, mais ça devient un magazine qui est un écrin. C'est d'écriture au long, c'est des grandes enquêtes, c'est très long. Hein. Vous regarderez... le dossier qu'il y a sur la publication, le numéro qui est sorti la semaine dernière fait 168 pages, c'est un gros numéro, il est là. Contre combien de pages habituellement sur l'hebdo ? Sur un hebdo, c'est 70 pages. Donc, et, mais il y a 110 pages de rédac. Le dossier fait 20-22 pages. Chaque enquête, et il y en a 4 ou 5, fait 4 à 6 pages. On a des pages d'innovation qui sont nouvelles. Là, pour le coup, elles sont nouvelles. Désolé pour la répétition, mais il y a 8 pages. Il y a des infographies, beaucoup de choses. C'est vraiment un produit de lecture au long qui est vraiment qui apporte de la profondeur. Et qui vient dans le prolongement de la publication, sachant que le magazine il est aussi physique, mais disponible en ligne sous PDF feuilletable, évidemment, voilà, pour nos abonnés. Ça c'était le 6e élément. Je rajoute le 7e élément. On a repensé aussi nos offres d'abonnement, où on a enrichi donc tous les abonnés payants
dispose de tous ces contenus. Et on a aussi imaginé une offre, c'est pas la révolution, mais ça marche plutôt pas mal, c'est de se dire que pour les PME, plutôt que d'avoir des abonnements individuels, on propose des abonnements avec 4 accès. Et si je suis patron d'une PME qui est à Issoire, eh bien, ça m'intéresse de pouvoir abonner 3 autres collaborateurs, et donc dans un abonnement pour le même prix à 399 €. Dépêchez-vous de vous abonner, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir 4 abonnés dans votre entreprise. Voilà, c'est vraiment un travail, c'est un enrichissement éditorial complet dans le but d'être acteur de la relance et de permettre à nos abonnés d'être performants et d'en gagner de nouveaux. Des premiers résultats, c'est peut-être un peu tôt parce que vous avez lancé la nouvelle formule, je crois, il y a une dizaine de jours à peu près. Oui, on a... Alors, les abonnés ont eu depuis 10 jours la nouvelle version du site qui a basculé sans accroc, vraiment de manière formidable, le 20 janvier dernier. Et le 25, le magazine était physique, était imprimé. Donc on peut dire que dans le courant de la semaine dernière, tous nos abonnés ont eu accès à la nouvelle version du site et ont reçu la publication. Alors les premiers résultats, c'est difficile à dire. Moi, je peux dire quelques indications. C'est que les taux de réabonnement sont déjà meilleurs que ce qu'on avait avant, mais c'était peut-être parce qu'on a branché beaucoup plus de tuyaux pour être en prévision de suivre des dizaines de KPI sur les temps de transfo. On sait que l'offre des exemples, on sait que l'offre d'abonnement à PME marche très bien en spontané, déjà, tout de suite. On sait qu'en pub, on a fait la pub se porte très bien, et dans ce numéro... Voilà, et moi je remercie les équipes, non seulement éditoriales parce qu'ils ont fait un boulot formidable parce que c'est leur création, et l'équipe publicitaire qui est dirigée par Béatrice Alec, on a retrouvé les doubles pages. J'ai cru que j'avais 15 ans d'ongles de moins. Presse féminine, ça fait rêver. Donc je vous dis que l'Usine Nouvelle n'est pas un magazine féminin, mais non, ces premiers résultats sont plutôt encourageants. Après, maintenant, c'est le moment de vérité, et ça ne se décide pas en un clin d'œil. La bonne chose, c'est que ça a été lancé avec la contribution active, vraiment active, d'une rédaction engagée, impliquée, créative, voilà, et d'équipes digitales. Enfin, c'est vraiment énormément de monde qui ont bossé sur ce projet, qui a été mis en œuvre. On peut le signaler. Dans les questions qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'a changé le Covid ? C'est la vitesse. Je peux vous dire que là, ce projet-là, il était mené en moins de 6 mois. Avec un résultat, une date d'atterrissage, de livraison complète du contenu au service de l'abonné, qui a été planifié en septembre et qui a été tenu. Voilà. Merci Pierre-Dominique. Alors, autre projet de transformation important, cette fois-ci avec François Rossignol, Livre Hebdo. Vous avez initié un plan de développement en 2018, un plan de développement ambitieux. J'imagine qu'il y avait une phase qui était prévue pour 2020, et patatras, début 2020, la crise Covid. Qu'est-ce qu'a changé cette crise Covid dans vos plans ? Comment vous avez accéléré les choses, et peut-être à quoi ressemble aujourd'hui ce plan, et comment vous projetez Livre Hebdo dans les années qui viennent ? Voilà, ça fait beaucoup de questions. Peut-être pour reprendre un peu les mêmes pas que mon camarade, je donne 2-3 éléments de contexte sur d'où on vient et qui on est. Donc Livre Hebdo, c'est historiquement la marque emblématique effectivement de l'industrie du livre, donc qui adresse toutes les populations du livre et tous les métiers du livre, bibliothécaire, libraire, éditeur, auteur, traducteur, que sais-je. Enfin, l'interprofession au sens large. C'est une marque qui est très ancrée, c'est une marque qui a une 40aine d'années, qui a fêté ses 40 ans il y a 1 an et demi maintenant. Donc il y a un certain niveau de maturité, effectivement, à la fois dans son statut et dans tous ses attributs, mais qui, pour plein de bonnes raisons, et notamment parce qu'elle est adossée à une activité qui est très bien portante, n'a pas été étudiée spécifiquement à l'aune de ses métriques financières d'une part, et surtout des besoins et des attentes de ses publics. Et l'industrie sur laquelle on est, c'est une industrie qui se recompose, qui est globalement depuis une dizaine d'années en contraction, en perte de valeur sensible de 1 ou 2% par an. Et Livre
Livre Hebdo a vu assez sensiblement, au fond, son offre de services et de contenu se détacher des besoins et des attentes de ses publics. Donc, il y a effectivement 3 ans, on a dû regarder cette adéquation et se mettre en ordre de marche pour délivrer un plan de transformation à l'aune de, au fond, ce que vit la presse, c'est-à-dire une attrition mécanique de ses revenus publicitaires, une constitution assez monolithique de son pôle média autour d'un média emblématique qui est vraiment dans son ADN, Livre Hebdo, voilà, un magazine hebdomadaire, papier, avec l'essentiel du portefeuille d'abonnés autour de ce rendez-vous du vendredi, et l'essentiel du portefeuille publicitaire, effectivement, autour de cet enjeu de promotion dans les pages du magazine. Voilà. Tout le reste était, on va dire, autour, mais globalement à un niveau et un peu à la traîne de ce qu'était le magazine. Voilà. Et donc, on a vécu ce que vit la presse, c'est-à-dire les revenus publicitaires en attrition mécanique, des points de contact avec les publics qui se jouent ailleurs que sur la grand-messe du vendredi, sur les pages du magazine, notamment sur les réseaux sociaux, sur les événements effectivement qu'on a démarré il y a 2 ans. Et puis le portefeuille d'abonnés qui regarde de moins en moins le papier et qui est de plus en plus sur un mode de consommation qui est plus agile, avec plusieurs points de contact sur la semaine, effectivement l'importance des newsletters, l'importance du site, etc. Voilà, donc l'idée était de faire aboutir un certain nombre de chantiers en 2020, indépendamment de ce qui allait se passer ou de ce qui s'est finalement passé. Donc on a fait aboutir l'ensemble de ces chantiers. Donc les chantiers, c'est reconfiguration de la rédaction, c'est-à-dire intégrer des nouveaux métiers à la rédaction. On a parlé effectivement de plus de contenus, des contenus notamment qui sont beaucoup plus diversifiés. Donc il y a du contenu écrit, mais il y a aussi du contenu vidéo, il y a des études, il y a des données. Recomposer l'offre média à l'aune des nouveaux besoins et des nouveaux moments de consommation, c'est-à-dire mettre le site à la place où il devrait être, c'est-à-dire comme le média principal, maintenir un rendez-vous hebdomadaire, mais plutôt sous forme digitale, et sur les rendez-vous papier, lancer 2 mensuels. Donc c'est pas tout à fait remplacer un hebdo par un mensuel, puisqu'on garde la dénomination Livre Hebdo, on garde ce rendez-vous du vendredi, mais il reste en digital. Et par ailleurs, on lance pour des besoins et des enjeux qui sont différents, qui sont plus des enjeux d'anticipation, d'analyse, d'approfondissement et même d'élargissement de notre point de vue à l'international. On a lancé un mensuel générique qui fait 200 pages et un mensuel thématique qui est associé au calendrier et à l'agenda de la profession. Voilà. Du coup, vous avez diversifié les ressources à travers ces nouvelles activités et cette reconfiguration. Comment se présente le business model aujourd'hui et comment il a évolué justement avec la crise Covid ? Alors, on a fait globalement avec effectivement cette tempête qu'on a tous traversée, on a fait ce qui avait été prévu. Et puis on a fait beaucoup plus de choses au fond et pas mal de choses qui n'avaient pas été prévues et pour lesquelles on en avait discuté d'ailleurs tous les deux. On a lancé une ligne de webinaires, on a fait une dizaine de webinaires l'an dernier. Le webinaire, à la faveur effectivement du confinement et de l'explosion des audiences, est devenu un point de rendez-vous structurant de notre offre de médias, avec des parutions thématisées inscrites dans le calendrier éditorial de Livre Hebdo. On a effectivement, comme tu dis, constater une recomposition des revenus. On a globalement une industrie qui a souffert d'à-coups, puisque la chaîne du livre, c'est pendant les 2 confinements, celui du premier semestre et du second semestre, s'est arrêté. Donc il y a une évaporation du chiffre d'affaires publicitaire assez classique. En revanche, ce qu'on constate, c'est que les besoins de consommation du contenu et donc la résilience du portefeuille d'abonnés a été extrêmement forte. Si j'ai perdu une 30aine d'abonnés sur la période, je pense que c'est le bout du monde. Et sur le même moment, on a une recomposition du portefeuille avec la part des abonnés digitaux qui est passée de un peu moins de 20% en début d'année à quasiment 50% en fin d'année. Voilà. Et puis un des constats qu'on fait aussi, c'est, je pense, partagé par mes camarades, c'est que les audiences du site et de l'ensemble de nos supports digitaux ont explosé. Enfin, c'est spectaculaire, hein. Il faut vivre ça une fois dans sa vie. Dans le monde d'avant, quand on allait chercher 5, 7, 8, 10% de croissance, on débouchait le champagne. Là, les audiences du site ont doublé.
proprement doublé. Avec effectivement des pics extrêmement spectaculaires sur avril, sur novembre et décembre, etc. Mais ce qu'on constate là en début d'année, c'est que ça ne se dément pas. On reste sur des niveaux qui sont extrêmement élevés sur le site, sur les webinars, sur les réseaux sociaux. Finalement, l'avenir de Livre Hebdo, comment vous le voyez avec ces apports de nouvelles activités comment ça s'oriente pour en fait, ce qu'on constate, c'est globalement sur nos métiers qui sont effectivement donner de l'information et donner du contenu et rendre au fond l'exercice des métiers et des publics qui nous suivent meilleur, effectivement amener de la performance, on constate qu'on fait plus de choses. C'est-à-dire qu'on multiplie les points de contact avec l'ensemble de nos publics et il faut qu'on soit présent aussi bien sur la qualité de l'actualité, la profondeur du contenu, l'analyse, l'anticipation, mais aussi sur les services et sur les outils qu'on amène à l'ensemble de nos publics, sous forme de données, sous forme d'études. Nous, on a des sujets à enjeu très forts autour de la bibliographie et donc la production de l'ensemble de l'industrie du livre qu'on doit amener à nos publics. Donc, il faut qu'on multiplie les points de rendez-vous. Donc il y a vraiment une idée de déploiement et de diversification de nos métiers. Là où on était sur une idée en push, si je puis dire en top-down, d'un contenu qui était un contenu référent, il faut qu'on reste référent sur notre capacité à amener de l'information et de l'actualité, mais une actualité qui est beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus agile, et qui répond à un certain nombre de petits enjeux qui sont des enjeux tactiques de la part de nos publics. Mais il faut aussi qu'au niveau de nos points de contact, on maintienne des gros porteurs que seraient les gros événements, des petits événements tactiques sous forme de webinaires, et puis des supports qui sont désormais non plus sous forme d'un rendez-vous emblématique, on ne sait plus la messe du vendredi, mais c'est la quotidienne, les webinaires, l'hebdo qui est devenu une boîte à outils et ces rendez-vous mensuels avec une respiration qui est une respiration différente. Peut-être une question sur les webinars. S'agit-il de produits purement éditoriaux ou bien avez-vous attaché un business model à ces webinars ? Est-ce qu'il y a du chiffre ? Oui, alors on en parlait en préambule. C'est la bonne surprise de 2020. C'est-à-dire qu'on a fait une dizaine de webinars et en gros 30 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui à l'échelle de mon business représente un petit pourcent et c'est pas neutre. On a prévu d'en faire une trentaine, c'est-à-dire 3 fois le plus cette année. Le chiffre d'affaires à l'avenant, c'est-à-dire 3 fois plus de chiffre d'affaires sur 2021. C'est devenu un rendez-vous éditorial auquel on associe un business model qui est gratuité de l'audience, enfin gratuité de l'inscription. En revanche, il y a une partie des prises de parole qui sont monétisées. Voilà. D'accord. Par ailleurs, donc le portefeuille d'abonnés a bien tenu. L'objectif, c'est de le faire croître avec tous ces points de contact et avec la délivrance d'une multitude de nouveaux contenus et une nouvelle temporalité aussi. Alors, on a une nouvelle temporalité parce qu'encore une fois, on a des rendez-vous qui sont de nature différente. Le portefeuille a pris 15% sur 2020 à l'aune à la faveur de cet appel d'air autour du digital. C'est un peu moins un enjeu, on estime, cette année en 2021, parce qu'on voit bien effectivement que la transformation du portefeuille d'une consommation papier vers le digital se fait assez mécaniquement. L'enjeu dans lequel on est désormais, c'est plus un enjeu de valeur. Voilà. Il faut qu'on aille chercher très clairement une augmentation de notre chiffre. On a une stabilisation en volume des abonnés à valeur, si je puis dire. On a une multiplication des accès avec la commercialisation des offres sous licence ou des offres multi-accès. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'idée de monétisation de ces nouveaux contenus, notamment des contenus qui sont liés au service, à travers un système d'options. Voilà. Donc on a toujours ce qui est emblématique et notre colonne vertébrale qui est cet abonnement à Livre Hebdo. On a 9000 abonnés. L'idée, c'est d'aller monétiser autour de cet abonnement des sujets qui sont des sujets en jeu, plutôt autour des services et de la donnée. Donc là aussi, un renforcement et une diversification de l'offre abonnement. Ouais, pour tenter d'élargir le spectre. Oui, absolument. Et puis des enjeux aussi en interne, en termes d'organisation. C'est-à-dire que tout ça se fait avec l'intégration de nouveaux métiers. C'est-à-dire que là où on avait au fond des métiers du commerce assez simples et puis des métiers de la production de contenu dans des logiques qui étaient au fond assez unitaires, il faut désormais que les journalistes puissent traiter de la donnée, effectivement rentrer de la donnée sur du contenu, traiter du service, pitcher dans un webinar, animer une rencontre avec un auteur, produire des vidéos et le marketing est à l'avenant. Voilà, il faut pouvoir produire de la donnée, faire de l'inbound, générer des études et en tout cas adresser
adresser effectivement à toutes nos communautés des apports qui correspondent à leurs enjeux. Très bien, merci François. Je t'en prie. On a parlé webinar, on a parler webinar des deux côtés, d'ailleurs côté Usine Nouvelle, côté Livre Hebdo, on voit bien que c'est un des aspects importants du plan de transformation. À la tribune, François Jalbert, les événements, c'est quelque chose qui représente une activité importante depuis déjà quelques années. Vous en avez fait un axe de développement très important. Là aussi, donc vous aviez, je dirais, une sorte de vitesse de croisière et les choses étaient bien rodées. Et puis là aussi, voilà, la crise Covid qui arrive, fin du présentiel, et comment avez-vous opéré la transformation de vos événements, j'imagine dans un temps record, et quels sont les enseignements que vous en tirez aussi pour l'avenir, parce que évidemment on se dit qu'avec ces événements digitaux que nous avons tous organisés durant cette période, on fera peut-être plus tout à fait les mêmes événements que par le passé demain, lorsqu'on pourra à nouveau retrouver le présentiel. Donc comment ça s'est passé dès là ? Alors ça fait beaucoup de questions dans une question, mais je vais essayer effectivement d'y répondre de manière assez synthétique. Donc oui, alors avec l'apparition de la crise, effectivement, il a fallu que très rapidement nous montions donc nous puissions continuer à faire nos événements, parce que nous à la tribune, ça représente une grosse part de notre chiffre d'affaires, et effectivement. On le sait tous et on l'a tous vécu, on a subi une baisse de chiffre d'affaires de manière globale, et pour éviter, on va dire, l'hémorragie, on s'est dit, il va falloir continuer quand même à agir, etc. Je ne vais pas revenir sur tout l'aspect diversification éditoriale que nos deux camarades ont déjà évoqué tout à l'heure et que nous avons aussi opéré à la tribune, mais vraiment sur la partie événementielle, très vite, donc on a digitalisé, donc nous on a fait, alors pas forcément des webinars, etc. Et je reviendrai plus tard un petit peu sur les formats, mais on a lancé très vite des émissions live, en fait, sur un peu le même modèle que ce que nous avions l'habitude de faire, c'est-à-dire du modèle de sponsoring, où effectivement des gens... Voilà, des annonceurs viennent discuter sur des sujets qui sont liés à nos verticales éditoriales. Et ça, nous avons pu en monter à peu près une vingtaine pendant la période du premier confinement. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point... la crise nous a permis aussi d'accélérer sur pas mal de sujets qui étaient un peu latents à la tribune. Voilà, la création d'un studio TV, la refonte de nos sites internet événementiels, la digitalisation aussi de nos événements. C'est des choses que nous avions testées en 2018. Nous avions déjà fait un peu de streaming, etc. Et là, on a été obligé effectivement de le faire et de le modéliser. Donc on a construit un plateau TV en 2 mois. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Oui, donc on a construit le plateau TV en 2 mois. On a refait pareil les sites internet en 2 mois pour qu'en fait, après cette première période de confinement, quand on a pu commencer à refaire certaines choses, etc., on puisse être prêt à continuer à développer ce modèle. Et notamment à partir du mois de septembre. Parce que le mois de septembre c'était vraiment le mois où on a pu refaire des événements de moins de 1000 personnes. Donc je dirais pas revivre un petit peu une activité normale, mais nous, par exemple, on a pu faire des événements physiques en septembre et en octobre en y mêlant le digital. Et donc ça m'amène au deuxième point, c'est-à-dire que aujourd'hui, toute cette avancée, toute cette diversification qu'on a réussi à faire, c'est quelque chose qu'on a intégré maintenant à notre modèle physique, qui pour nous est un modèle pérenne, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui nous ne pouvons pas faire d'événements physiques, mais en 2022, en 2023 ou autre, je ne sais pas quand encore, nous pourrons aujourd'hui refaire des événements physiques en y adossant du digital. Et ça se matérialise comment ? Ça se matérialise par le fait qu'aujourd'hui, à nos annonceurs, on leur dit, d'habitude, vous avez 400, 500, 1000, 2000 personnes sur un jour, 2 jours, une matinée qui viennent participer à des conférences, faire du networking, etc., qui se rencontrent, etc. Là, aujourd'hui, vous allez avoir ça, mais vous allez aussi avoir une audience web qui va être exponentielle. Je donne quelques exemples. On a fait le Paris Zéro Carbone dans le cadre des 5 ans de l'accord sur le climat à l'hôtel de ville de la mairie de Paris. C'était les 10 et 11 décembre dernier. On a fait quasiment 1 million de vues, voilà, par exemple. Et ça, forcément, quand on le vend à nos annonceurs, on ne vend plus un simple événement, on ne vend plus qu'une simple remise de prix. On vend aussi une diffusion très largement diffusée. Donc ça nous a permis quoi ? Ça nous a permis d'avoir des résultats
positif, c'est-à-dire sur l'événementiel, nous avons fait plus 10% de chiffre d'affaires cette année. Et je pense que, vu la situation dans le secteur de l'événementiel, je suis allé au salon Event, qui était le premier salon d'ailleurs B2B qui a pu rouvrir ses portes après le Covid. Donc là, toute la filière événementielle était réunie. On parlait un petit peu de ce qu'on fait, de l'avenir, tout ça. Et effectivement, voilà, tout le monde était là pour parler de baisse, de chiffre d'affaires, évidemment, hein, voilà. Mais nous, on a réussi, en tout cas via cette diversification, à augmenter notre chiffre d'affaires, à optimiser encore plus nos coûts, parce qu'effectivement, voilà, les coûts, forcément, alors sur du fichier. On y gagne vraiment beaucoup à faire du digital. Oui et non, faire du 100% digital, oui, sur des petits formats, on peut être amené, parce qu'en plus, nous, on a notre studio TV aujourd'hui, donc ça nous permet. Aujourd'hui, on l'amortit, donc c'est-à-dire quand on fait une émission sur notre studio TV, on va être dans l'amortissement, il n'y a pas de coût supplémentaire que nous, on va payer, c'est un coût qu'on a intégré directement à notre structure, et d'ailleurs, nous avons formé, en tout cas, des salariés chez nous pour l'utilisation de ce plateau TV. Donc, on a clairement intégré aujourd'hui cette activité dans notre structure. Par contre, si on fait des événements digitaux, d'assez grande ampleur, avec des grands patrons, comme on l'a fait au Paris Zéro Carbone, au Paris Air Forum, ça demande une réalisation qui soit de grande qualité. Aujourd'hui, par exemple, il y a vraiment nous, on attache vraiment une différence, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont mélangé les formats digitaux en se disant, voilà, une émission TV, un événement, un webinar, etc. Ben non, tout ça, ce sont des formats bien spécifiques, avec des codes bien spécifiques. Et par exemple, je ne peux pas organiser un Paris Zéro Carbone sur le format et avec la logique d'un webinar. Ça, c'est pas possible. Parce que déjà, les annonceurs seront pas forcément satisfaits de ça. Donc voilà, si on fait un digital d'assez grande ampleur, on a une petite réduction de coût, elle n'est pas énorme, on peut avoir 20 voire 30% de réduction de coût, notamment là en ce moment surtout sur la partie traiteur et toutes ces choses-là, la partie plus physique, mais sur la partie technique on n'a pas vraiment de baisse, parce que le fait de mettre des structures de streaming, le fait de mettre des caméras supplémentaires, etc., tout ça, ça a un coût supplémentaire, ça a des techniciens supplémentaires, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant, donc c'est des coûts supplémentaires. Voilà, on s'en est bien sorti, on a quand même réussi à optimiser, on n'a pas explosé nos coûts, hein, on a fait 10%, mais on n'a pas augmenté nos dépenses, parce que le fait de faire des choses complètement digitales dans nos studios nous permet de générer aussi des revenus sans générer beaucoup de coûts. Donc voilà, pour moi, l'avenir, et ça, je conclurai là-dessus par rapport à la question que tu as posée tout à l'heure, moi, l'avenir est effectivement physique sur l'événementiel, mais aussi digital, parce que le physique ne fera plus tout dans l'avenir, et le digital est aujourd'hui, en tout cas, la diversification de l'événementiel, comme l'événementiel a été la diversification des médias. Voilà. Une question par rapport à l'aspect discours commercial. Lorsqu'on passe en digital des événements qui étaient présentiels, ça oblige à revoir le discours commercial vis-à-vis des annonceurs. Comment on remplace la dimension réseautage, small talk de l'événementiel dans le discours? C'est quoi l'argument pour... Alors, c'est vrai que cette digitalisation, ça a entraîné une certaine pédagogie, déjà dans les équipes en interne, mais aussi auprès de nos annonceurs, qui, pour la plupart, n'étaient pas forcément habitués, en tout cas, à ce type d'événements. Ils nous ont posé beaucoup de questions, évidemment. Comment ça se passe? Il faut que je me connecte sur un lien Zoom. Comment je fais pour accéder au direct? Est-ce qu'il faut que je me connecte, etc. Bref, c'est tout un tas de questions. Où est-ce que ce sera diffusé? À qui ce sera diffusé? En combien d'audience on va avoir? Nous, si on met tant, il faut nous donner un peu de matière. C'est 20 000 vues, c'est 30 000 vues, c'est 100 000 vues. Voilà. Donc, nous, il a fallu qu'on ait un discours. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était compliqué parce que on ne savait pas vraiment quelles étaient nos audiences. Là, aujourd'hui, on connaît nos audiences. On sait comment les atteindre, un minimum en tout cas. Par exemple, sur des très gros événements, j'ai expliqué 1 million, mais voilà, grosso modo, ça va être entre 500 000 et 1 million en fonction des très gros événements. Sur des plus petits événements, va être entre 20 et 50 000 vues, etc. Donc voilà, aujourd'hui, on a un discours commercial sur des statistiques qui est assez rodé. Par rapport au networking, aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui nous est demandé. Nous,
nous, malgré le fait qu'on ne puisse pas faire d'événements physiques, il y a quand même des établissements aujourd'hui qui peuvent accueillir du public. Et nous, on s'efforce aujourd'hui de faire des événements dans ce type d'établissement. Pourquoi ? Alors, il n'y a pas 400 personnes en même temps, mais par exemple, notre Paris Air Forum, qui est notre événement lié rassemblant la filière aéronautique, aérospatiale et défense. Donc, les intervenants étaient accompagnés de leur DIRCAP, de leur DIRCOM. Nous, il y avait notre équipe, il y avait des journalistes, etc. Voilà, sur l'ensemble de la journée, il n'y avait pas plus de 50 personnes dans un grand espace avec les respects des conditions sanitaires, mais les gens étaient contents de se revoir. Il y a certaines personnes d'ailleurs qui s'étaient pas revues depuis plusieurs mois, et c'était l'événement qui a créé cette occasion. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour dire que sur la partie networking, pour moi, il y a encore un travail à faire. C'est-à-dire que on a toujours fait la partie networking en physique. On a tenté la partie networking en digital, ça se fait, il y a beaucoup d'événements qui le font, etc. Nous, notre cible, en tout cas, aujourd'hui, a déjà du mal sur la partie, on va dire, physique, à s'enregistrer sur une plateforme, à faire des rendez-vous, etc. Sur du digital, ça a été très compliqué de les motiver à le faire. Nous, on est sur une clientèle qui va nous demander, en fait, une cible. C'est-à-dire que en physique, ils vont nous dire, moi c'est très simple, je paye, je veux rencontrer les directeurs innovation d'un tel, je veux rencontrer les maires, les directeurs des relations institutionnelles, des choses comme ça. Et nous, voilà, dans nos communautés, on va aller chercher ces gens-là pour qu'ils soient là le jour J et qu'il y ait des rencontres informelles. Voilà. Sur du digital, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Ils vont nous dire, nous aimerions être vus par ce type de cible. Ou alors, effectivement, nous, de toute façon, on leur dira, vous pourrez toujours les rencontrer via des plateformes de rendez-vous B2B que nous mettons en place pour que vous puissiez rencontrer telle société, telle société et telle société. Voilà. Pierre-Dominique, peut-être un mot sur cet aspect de l'activité événementielle. C'est aussi un vecteur fort de développement chez Infopro Digital. Vous avez plusieurs types de formats et sur le plan de l'offre commerciale, comment vous faites pour argumenter l'absence de présentiel et comment tu vois à l'avenir aussi. Est-ce que ce sera Figital ? Le premier point, parce que je reviens au sujet général, qui a changé le Covid, je constate, mais c'est valable pour tous et tous nos confrères qui nous suivent, c'est on a reformaté tous les événements que nous avions, et Dieu sait s'ils sont nombreux, en effet, en un temps record pour les digitaliser. Donc ça, on peut dire chapeau à l'adaptabilité de toutes les équipes dans tous les domaines, et dont celui-ci, c'est assez remarquable. Ça, c'est un premier élément. Après, comment on fait commercialement pour remplacer le networking ? Quand on passe d'un événement physique où le networking compte beaucoup, et pour le transformer en digital, eh bien, on utilise des plateformes où il y a de la mise en relation. Par exemple, où on peut déposer des contenus, on peut établir des rendez-vous, on peut avoir des... Voilà, ça, on utilise tous ces éléments-là, où on met en contact, en respectant les règles RGPD, les bases des inscrits, ou des choses comme ça. Voilà, on crée des conditions virtuelles, dématérialisées, de mise en relation, qui ne sont certes pas les mêmes mises en relation qu'un échange physique, une discussion à 23h15 devant une tisane, mais on crée ces conditions de la mise en relation. On constate aussi une augmentation de l'audience. C'est-à-dire que quand on regarde le nombre d'inscrits en présentiel par rapport au nombre d'inscrits qui participent effectivement à un webinaire, on a tous constaté des évolutions assez incroyables d'audience, même si c'est pas la même qualité. Oui, il y a des augmentations d'audience. Après, parfois, c'est pas le nombre qui compte, mais la qualité de l'audience qui est présente. Donc, c'est un mix des deux. Quant au deuxième volet, où la question qui a été suggérée, c'est est-ce qu'à l'avenir, ça va perdurer, Figital, machin, je pense que ça se repense événement par événement. Vous avez tous, dans les univers très spécialisés ou très verticaux, parfois, il y a des communautés professionnelles qui donne une valeur plus grande dans l'échange physique. Faut peut-être repasser sur du physique, mais on connaît notre souplesse à basculer sur du digital ou du pur web, et puis il y en a d'autres. Le pur digital est un élément d'avenir. Voilà. Donc toutes les options sont ouvertes. Après, j'ai juste un petit critère là, mais c'est un côté économique. Un événement digital, c'est pas donné, hein. C'est les coûts du physique plus les coûts du digital. Et quand on veut faire un événement digital, comme vous le disiez,
Moi, je me rappelle avoir vécu un événement qui rassemble 300 ou 400 personnes pour une remise de prix. On l'a fait en digital. C'était une réussite remarquable. Mais j'ai aussi en tête qu'il y avait 8 ou 10 personnes qui faisaient une régie derrière. Hein. Voilà. François Gelbert. Je vais peut-être rebondir effectivement là-dessus. Oui, donc Figital, comme ce que je disais tout à l'heure, pour moi, il y a une réduction de coûts sur la structure globale par rapport à ce qu'on peut être amené. Ça dépend des formats, en fait. C'est-à-dire que, effectivement, nous, dans la plupart de nos très gros événements, on avait un déjeuner. On avait le cocktail, on avait d'autres choses physiques, comme de la location de mobilier ou des choses comme ça. Tout ça, par exemple, c'est des coûts que nous n'avons plus. Par contre, évidemment, sur les coûts techniques, en fonction du format que nous voulons, il peut y avoir des augmentations. Enfin, il y a naturellement des augmentations de tarifs. Ouais. Pierre-Dominique. Je voulais juste rajouter un point que j'ai omis de préciser. La manière de dérouler l'événement physique a été transformée. Je vois par exemple, mais je pense que vous avez fait de la même manière, on avait parfois des congrès qui duraient 2 jours, que nous avons décidé d'organiser sur des semaines en 3 ou 4 matinées, parce qu'on ne gère pas la présence en ligne de la même manière qu'une présence physique. Voilà. Donc ça nous a obligé à repenser, même au-delà de l'aspect technique, l'étalement de l'événement. Voilà. François, sur ce sujet, chez Livre Hebdo, pour l'instant, c'est du webinar exclusivement. Oui, moi je confirme ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on a des petits rendez-vous sous forme de webinaire ou de rencontres auteurs qu'on monétise effectivement avec des tickets qui sont assez serrés, qui sont très très proches effectivement d'une logique de valorisation publicitaire. En revanche, on a 3 gros événements qui sont sur nos verticales librairie, bibliothèque et édition, qui sont des événements annuels de récompense des meilleurs profils, des meilleurs sujets de l'innovation. Voilà. Et donc moi je confirme tout à fait ce qui vient d'être dit. On a globalement sur mes 3 sources de revenus, publicité, abonnement, événement, c'est le sujet événement qui a été en croissance et le seul sur 2020. Une croissance beaucoup plus rentable, effectivement, parce que certains événements qu'on faisait en physique en 2019, la digitalisation apporte beaucoup de vertus sur le PNL. Si je prends juste un exemple, les trophées de l'édition, qui est vraiment notre événement annuel en décembre, qu'on a fait au Théâtre de l'Odéon avec 800 personnes en 2019, on a eu en 2020, à la faveur de la digitalisation, sur une quinzaine de vidéos, 48 000 vues. Voilà. Donc les audiences n'ont rien à voir, l'impact n'a rien à voir, l'exposition et la surface qu'on propose aux sponsors n'a rien à voir. En revanche, il manque un truc, et ça je suis tout à fait d'accord, c'est la mise en relation, c'est le petit chat de fin de soirée qui est clé. Alors les enjeux dans mon industrie, c'est pas tellement de faire connaissance, parce qu'au fond les gens se connaissent, mais c'est juste de se rencontrer. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on ne remplace pas, le digital ne peut pas remplacer ça. Il y a beaucoup de restaurants sur Paris qui ne permettent plus ça. Donc il faut effectivement qu'on retrouve le meilleur du digital. Donc la capacité à adresser des cibles très très larges, y compris en dehors des frontières françaises, et puis du physique, peut-être avec plus de coûts associés, mais l'opportunité pour tout le monde de se retrouver de nouveau en fait. Très bien. Je vous propose que rapidement, on passe à quelques questions de notre public. Il y a une première série de questions qui concerne l'extension d'audience sur les réseaux sociaux, d'événements digitaux. Est-ce que François, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne très rapidement et nous en dire un peu plus sur l'intérêt que ça représente ? Alors, très rapidement, effectivement, les réseaux sociaux sont un gros vecteur d'audience, en tout cas pour nous. Effectivement, nous diffusons. Alors, comme on est un média, on n'a pas la même logique qu'un organisateur d'événements lambda qui pourrait dire, voilà, aujourd'hui, il y a un lien d'inscription. Vous vous inscrivez comme ce qu'on avait l'habitude de faire sur du physique. Il y a 2000, 3000, 4000 inscrits. Ces 3000, 4000 inscrits ont accès à la conférence. Non, en tant que média, on va aller au-delà de ces inscrits et on va diffuser en large. C'est-à-dire qu'on va utiliser notre site internet et tous nos réseaux sociaux. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Nous, on diffuse de manière classique, on fait le live tweet comme d'habitude, on fait un Facebook Live, etc. Ça, voilà. Et ensuite, en replay, ça c'est le gros travail pour nous d'audience, on va découper nos conférences, en faire la promotion chacune, etc. Et ensuite, on va émettre des grosses campagnes de sponsorisation, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur LinkedIn, quand on peut faire du LinkedIn, parce que LinkedIn c'est très récent qu'on puisse faire du live, etc. Mais ça c'est un autre sujet.
aujourd'hui, voilà, nous on fait des grosses campagnes de sponsorisation pour aller chercher aussi de l'audience auprès des communautés qui nous intéressent. Et donc ça permet, si je fais un petit ratio, on a à peu près 30% de notre audience qui est liée au live à peu près, et le reste qui est lié au replay, parce que le replay va vivre pendant plusieurs semaines et donc générer énormément d'audience. Voilà. C'est un chiffre énorme. Chez InfoPro, on constate ce chiffre-là. Chez nous, en tous les cas, pas autant. J'élargis le sujet parce qu'on parle d'événements et j'ai envie de dire qu'on peut parler de webinaires aussi, voilà. Et chez nous, on a fait énormément de webinaires l'an dernier parce que dans le groupe, il y a une filiale qui nous a apporté une expertise redoutable qui est Webikeo. Et on a plugué cette expérience au travers des marques. Et sur l'exemple que je citais tout à l'heure d'Usine Nouvelle, je crois qu'on a fait une trentaine de webinaires l'an dernier sponsorisés. Donc ça vous donne une idée de la performance, des audiences remarquables. Sur les taux d'engagement, en live, on est plutôt dans des taux à 55%. Et avec le replay, on atteint quasiment les 100% d'audience à l'arrivée. Voilà. Ouais. Parce que nous, on pousse, on market, on drive des audiences sur nos sites, sur les réseaux sociaux aussi. Très bien. Une question qui concerne la politique abonnement, donc c'est plutôt pour vous deux. Comment vous voyez l'évolution de la politique commerciale autour des abonnements à l'avenir ? Est-ce qu'on va assister à une fragmentation des offres ? Est-ce que c'est la fin du sacro-saint abonnement annuel ? Bon, on avait déjà bougé un peu, mais est-ce que les choses se sont accélérées ? Qu'est-ce que vous constatez ? Moi, je constate voilà, des choses qu'on a, des leviers qu'on a activés nous, sans attendre effectivement le mouvement dans lequel nous porte notre marché. Mais les leviers qu'on a activés, c'est une simplification de l'offre en fait. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus d'offres qu'on en a aujourd'hui. Globalement, c'est le dogme de la presse grand public au sens large, c'est-à-dire qu'il y a une offre qui a la totalité des accès digitaux. Et que les accès digitaux. Et puis il y a une offre complémentaire qui a tout ce qu'offre le digital, plus les versions papier des mensuels en particulier. Voilà, donc l'idée c'est à la fois de resserrer le portefeuille d'offres autour de 2 offres clés. Il y a un sujet prix, effectivement. On a des santé économiques qui ne sont pas les mêmes sur les secteurs qu'on adresse et les segments qu'on adresse. Donc il faut qu'on puisse s'adapter et différencier nos prix. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, il y a essentiellement un sujet qui est un sujet de valorisation des apports de ce qu'on amène au titre du hors contenu ou du hors média, c'est-à-dire le service, les études, la donnée, effectivement les accès digitaux sous forme d'options. Je pense notamment à des annuaires ou à la bibliographie sur laquelle on travaille spécifiquement. Du serviciel. Donc vraiment le serviciel, l'idée c'est de le monétiser en tant que tel, là où avant tout était dans l'offre d'un tenant. On cherche effectivement à la fois à simplifier, à rendre plus accessible au niveau du prix et en revanche à monétiser autour, voilà, avec les options. Quelque chose à ajouter, Pierre-Dominique, sur le sujet ? Oui, sur la simplification des offres, j'ai envie de dire oui. Mais le premier principe, moi je veux juste souligner un point, peut-être que je me trompe, c'est l'impression que j'ai, c'est on a enfin remis tout en haut de l'échelle ou au centre du dispositif l'abonné. C'est le premier client. Première chose. Le deuxième élément, c'est dès lors qu'un contenu a une valeur est utile dans le sens que je disais tout à l'heure parce qu'il permet d'améliorer la performance ou développer son activité, le prix n'est pas un problème, donc il faut mettre beaucoup de contenu. Il y a des contenus pertinents qu'on n'a pas ailleurs, qu'on ne trouve pas ailleurs, qui n'existent pas ailleurs. C'est le deuxième élément. Troisième élément, nous on ne croit pas à la scission, on est agnostique sur les manières de diffuser, papier, digital et tout, donc nous on met tout dedans, comme ça c'est réglé. On met même juste qu'on a même des extensions d'offres ou parfois les événements qu'on organise. Sur certains événements, on propose qu'un abonné puisse avoir accès à X événements qui peuvent être ouverts dans la place des limites disponibles. La limite des places disponibles, voilà. Donc c'est le all inclusive, on a tout dedans. Dernier élément, l'information, elle est elle aussi, je répète, exclusive, c'est-à-dire que quand vous allez sur le site, on a un taux de fermeture des papiers qui est considérable. On est monté en 3 ans, écoutez bien, on est monté en 3 ans à 70% de fermeture des papiers qu'on fait sur l'usine nouvelle. On en garde une partie ouverte parce que ça sort de flux Reuters, des choses comme ça, donc ils sont déjà disponibles. Ça n'a pas tué l'audience, du tout. Donc on ferme, c'est payant, indispensable, utile, et très peu d'offres aussi. Voilà, tout simplement. Mais vive l'abonné.
Ça va me permettre de rebondir sur la question, la même que je voulais poser à chacun d'entre vous, puisqu'on arrive à la fin de cette matinée des médias pro. Qu'est-ce qui, selon vous, ne sera plus jamais comme avant avec la crise Covid? Qui veut commencer, et de manière extrêmement synthétique et rapide, vu le temps qui nous reste? Commencer du coup. Moi, très rapidement, on parlait donc du Figital, donc pour moi qui sera une diversification de l'événementiel. Donc c'est quelque chose pour moi qui va perdurer. Pour revenir très rapidement sur les coûts, effectivement, quand on pourra réaccueillir du public, et ce que j'espère très vite, on pourra refaire des déjeuners, on pourra refaire des traiteurs. Donc forcément, ça entraînera un coût supplémentaire, mais qui sera de toute façon compensé par du chiffre d'affaires supplémentaire aussi. Donc, ce sera une diversification technique, une diversification aussi en termes de revenus. Ça va aussi apporter quelque chose de bénéfique sur les formats. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, le format peut-être table ronde classique est revu sur des formats plus courts, sur des formats plus dynamiques, etc. On doit aussi intéresser des gens en physique, mais aussi intéresser des gens qui sont devant un écran et qui vont pas rester forcément 2 heures devant l'écran. Donc, il faut les intéresser. Et voilà, je pense que c'est vraiment les 2 points. Et après, c'est vraiment les 2 points pour moi majeurs sur l'événementiel en tout cas. Pierre-Dominique, l'abonné? Non, je vais dire. Oui, il y a tout ça, mais je vais dire un autre truc. En fait, je me rappelle pas avant. Voilà. Non, mais c'est juste pour dire que ce qui peut changer par rapport à avant, c'est qu'il ne faut pas faire référence au présent, il faut regarder l'avenir, il faut oser changer, les paradigmes ont changé, donc il faut regarder devant, il faut innover. Alors, absolument. Après, si on doit avoir une réponse concrète et pas philosophique, là, comme je viens de faire, c'est le digital, les comportements de consommation des médias, de l'information et notre manière de travailler à tous, y compris nous. Voilà. François Rossignol. Oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a vraiment une idée d'accélération du temps sur 2020. J'ai l'impression d'avoir vécu 3 années en une. Moi, si je retiens un truc, et ce qui est vraiment parti pour durer et qui est très installé dans nos modèles, c'est cette idée de nouveaux territoires. C'est-à-dire que la crise nous a amenés à des endroits où on ne pensait pas, en tout cas pas dans un délai aussi court, devoir prendre position. Et maintenant, on y est et on correspond et on s'aperçoit que là où on ne pensait pas aller, en fait, il y a des attentes. Voilà. Donc nos publics nous attendent partout et il faut que nous, on soit présents partout. Voilà le grand enseignement de 2020. Merci à vous. On doit être en duplex normalement avec Jean-Yves Coatanoan. Je ne sais pas si en régie on est prêt pour nous mettre en relation avec Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves Coatanoan. Jean-Yves, tu es le dirigeant de Sweep, de RIP, qui édite Sweep. Sweep, c'est donc un workflow éditorial qu'un certain nombre d'éditeurs utilisent aujourd'hui. Et c'est un workflow éditorial qui nous a beaucoup aidé durant cette période de télétravail et qui a permis de coordonner le travail de production multicanal comme on n'aurait évidemment pas pu le faire si nous avions été sur des outils anciens. Donc Jean-Yves, merci pour ton soutien à notre matinée des médias pro et puis je te passe la parole pour que tu nous en dises un peu plus sur la façon dont Sweep fonctionne et ce qu'elle apporte notamment en ce temps de crise Covid et de télétravail. Bonjour Jean-Christophe, ravi d'être avec vous. Sweep est un outil qui est devenu essentiel pour nos clients, qui a été un avantage concurrentiel puisqu'ils ont pu immédiatement travailler sans avoir besoin de changer leurs habitudes pour emmener les équipes vers plus de travail collaboratif pour les amener à être en capacité de servir toutes les cibles. Et ça n'a pas été une mince affaire. Il fallait qu'il y ait des patrons de presse visionnaires pour nous suivre dans les débuts. Les choses se sont améliorées petit à petit, mais depuis le Covid, on sent vraiment une différence d'approche de la part des éditeurs, et notamment liée au fait qu'ils ont pu constater que leurs lecteurs étaient en capacité de les suivre et de lire leur contenu sur des supports numériques. Chose qui avait été faite par la presse quotidienne depuis longtemps et sur laquelle nous avons appuyé nos réflexions techniques pour créer Sweep.
et la presse quotidienne, cette presse quotidienne qui a mis en place de longue date des outils, pas forcément SaaS, pas forcément web, mais qui ont mis en place des outils pour adresser le multicanal, n'ont pas été suivis par la presse magazine, la presse pro. Et nous, on sent que les éditeurs maintenant ont des vrais projets, une vraie prise de conscience, une véritable envie de mettre à plat les process de travail, de mettre leurs équipes en capacité de faire mieux, avec des outils qui permettent de centraliser l'information, qui permettent de piloter la production, qui permettent à partir d'une seule plateforme d'adresser les réseaux sociaux, le web, faire des newsletters, enfin bref, être en capacité en gros d'avoir toute l'autonomie nécessaire pour faire plus avec pas tellement plus d'argent finalement. Merci Jean-Yves pour ces quelques mots et pour ton soutien. Nous arrivons au terme de notre matinée des Médias Pro. Merci à vous trois d'avoir participé à cette matinée. J'invite tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à rejoindre le syndicat de la presse professionnelle, qui était un syndicat particulièrement dynamique, et je pense que les adhérents qui sont là le pensent évidemment. Et je crois qu'une des forces du syndicat de la presse professionnelle, c'est sa capacité à organiser très régulièrement, une fois par mois, des échanges entre éditeurs sur les aspects concrets de la transformation que nous menons. Aujourd'hui, on a parlé de manière un peu générale, mais on rentre vraiment dans le détail chaque mois sur ces sujets. Et ce networking, cet échange de bonnes pratiques est vraiment un des aspects extrêmement intéressants du syndicat. Donc rejoignez-vous et puis rendez-vous à la prochaine édition de la Presse au Futur pour une nouvelle matinée des Médias Pro sans Covid, on l'espère. Et en physique. Merci. La Presse au Futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.